Merci bien, chers collègues. Avant d'exposer la situation du Burkina Faso, c'est avec plaisir et c'est un agréable devoir pour moi, au nom de toute la délégation burkinabé, mais AES obligeant, j'associe à cette délégation celle du Niger pour dire un grand merci aux plus hautes autorités de ce pays. D'abord, le président en tête pour avoir autorisé la tenue de cette rencontre. À tout le gouvernement et à tout le peuple malien pour cette disponibilité et cet accueil chaleureux. Je vous assure, Monsieur le ministre, moi-même j'étais en train d'envisager la possibilité de prolonger mon séjour. Ceci étant, on nous a demandé de faire un bref aperçu sur la gouvernance de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche, sans me tromper et à quelques chiffres près. Le tableau qui vient d'être présenté par mon homologue du Mali peut très facilement, en tout cas, se justifier en termes de tableau au niveau du Burkina, avec peut-être juste quelques nuances au niveau de certains chiffres. Et rapidement, pour donner un peu la cartographie d'ensemble des ISR, des institutions d'enseignement et de recherche au Burkina, nous avons 8 universités publiques. Mais pour le moment, toutes ces universités-là enseignent ou délivrent des formations pratiquement dans les mêmes domaines. Et je crois que ça doit être aussi une situation globalisante au niveau de l'AES. Nous avons à côté de ces 8 universités 2 grandes écoles et 7 centres universitaires qui sont adossés à des universités, qui aspirent naturellement à devenir des universités pleines et entières. Mais à côté de ce dispositif public, nous avons le privé, les institutions privées d'enseignement supérieur, qui, si je ne m'abuse, sont plus de 130 au Burkina. Mais toutes sont, autant que faire se peut, encadrées par des textes suivis et évalués. En termes d'étudiants, à l'heure où je vous parle, nous dépassons 200 000 étudiants. Et le dispositif est tel que, soit vous êtes, quand vous arrivez nouvellement dans les campus, soit vous êtes boursier de l'État, soit vous avez ce qu'on appelle une aide, et si vous ne remplissez pas ces conditions, vous avez le prêt. Alors, en termes de problèmes, comme je dis, c'est les mêmes problèmes. Question d'infrastructure, question de ressources humaines, j'en passe. Et il y a eu tellement d'instances, d'assemblées qui ont produit des documents qui sont toujours restés dans des tiroirs. Et je sais que c'est la même chose dans tous les pays. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi ces conclusions sont toujours dans les tiroirs? Est-ce les réflexions qui n'ont peut-être pas été menées de façon, je dirais, réaliste en termes de conclusion? Ou est-ce qu'il y avait peut-être une insuffisance au niveau politique, la compréhension de la place des institutions d'enseignement supérieur de recherche dans le dispositif devant donc booster le développement de chaque pays? En tout état de cause, étant conscient qu'on ne pouvait pas réinventer une roue qui existe déjà, nous nous sommes fait le devoir d'évaluer tous ces éléments de réflexion qui avaient déjà été menés. Et nous avons mis en place des équipes qui ont mené ce travail de réflexion et qui ont produit ce qu'on appelle
le livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce livre blanc, on définit clairement quels sont les problèmes. Et on propose des solutions contextuelles pour qu'on ne soit pas en déphasage, parce que vous savez, une solution valable aujourd'hui est vite dépassée demain. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de l'AES où il y a tout un esprit, tout un engagement, toute une combativité qui est attendue au niveau de tous les acteurs, où on doit mettre les nations au cœur et non les individus. Donc, dans ce livre blanc, ces solutions sont proposées. Il y a plusieurs sortes. C'est là où j'arrive un peu vers les perspectives. Alors, au niveau des... D'abord, quand on regarde le vrai problème des universités et des centres de recherche, qu'on se le dise clairement, chers collègues, c'est des questions de gouvernance. Je m'explicite. Gouvernance, d'abord, c'est les textes. Il y a des textes qui ne sont plus d'actualité. Et il faut avoir le courage de les relire. Il y a des textes qui ont été copiés. Nous avons tous des intellectuels. Mais l'intellectuel, ce n'est pas le diplôme. L'intellectuel, c'est celui qui accepte de faire travailler ses méninges pour trouver une solution à un problème dans un milieu. Donc c'est pour ça que nous avons mis l'accent d'abord sur la relecture des textes. Et nous y sommes toujours. La première des choses, comme on parle des universités, chez nous, quand on prenait les universités, enfin, jusque-là, quand on prend les universités, que vous soyez à Joseph Kizerbo, que vous soyez à Nazi Boni, que vous soyez peut-être ailleurs, l'architecture des universités était disparate d'une université à une autre. C'est pas normal. Vous avez les mêmes missions. Ayant les mêmes missions, vous avez les mêmes, peut-être pratiquement les mêmes ressources, les mêmes tutelles. Pourquoi l'architecture change? Donc nous sommes en train de relire tous les statuts de toutes les ISR. À côté de cela, c'est vrai, chers collègues, il y a une insuffisance des ressources humaines. Mais franchement, posons-nous la question. Nous sommes tous des anciens chercheurs. Aujourd'hui, nous avons quel type de ressources humaines en face? C'est la question. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est une question de personnel qui accepte de prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes et qui décide de s'engager. Ce n'est pas parce qu'on est professeur d'université qu'on est forcément conscient. Je suis désolé. Je suis un professeur juridique. Donc, face à cette situation, nous avons décidé de toucher également à la loi qui détermine donc l'emploi des enseignants-chercheurs, des hospitaliers universitaires. Ça, c'est dans les pipelines. Où nous allons définir ce qu'on appelle un service minimum. Parce qu'aujourd'hui, un enseignant, ce n'est pas celui seulement qui vient, qui donne ses cours et qui disparaît et qu'on retrouve quelque part dans le marché. Non. Un enseignant, c'est un sacerdoce. Tu enseignes, après l'enseignement, ces enfants sont dans le campus, vous avez une obligation d'encadrement. Vous avez une obligation de participer à toutes les instances décisionnelles. Donc, ça c'est pour ce qui concerne les enseignants. Et également les ISR. Mais naturellement, il y a les autres composantes, dont la composante la plus turbulente, les étudiants. Là aussi, il faut revoir. Il faut, à terme, créer ce qu'on appelle une sorte de synergie d'abord interne au sein de chaque communauté. Que chacune des composantes comprenne quel est son rôle et quelle doit être sa contribution pour que nos différents États puissent quitter ces zones vraiment, je dirais, d'éternelle assistance. Et cela passe également nécessairement par un reformatage des esprits et des connaissances. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont fait des études en Europe.
combien, dans leur cours, sont capables de quitter les exemples qu'ils ont eus en Europe, reposant sur des pays européens, pour donner des exemples africains. C'est ça d'abord, quand on parle d'endogénéité, il faut parler un langage que l'enfant peut comprendre parce qu'il évolue dans un milieu. Donc, la relecture des offres de formation, des curricula, est un passage obligé. Il faudra que chacun accepte, transmettre à cet enfant le savoir dont il a besoin pour pouvoir s'émanciper. Ok, j'y passe parce qu'il y a tellement de choses. Après donc les textes, c'est vrai, il y a la question de ressources humaines. Alors nous avons en tout cas eu la chance qu'au niveau du Burkina, nous avons une politique de recrutement qui a été mise en place depuis plus de 5 ans, où chaque année on recrute au moins 200 enseignants, chercheurs, hospitaliers, universitaires et chercheurs. Mais là aussi, il y a un problème de gouvernance. Vous voyez, quand on demande aux universités de déterminer leurs besoins, il faut être objectif. Jusque-là, on leur laissé la liberté de choisir. Bon, c'est depuis Bamako que je vous informe maintenant. Vous avez proposé vos besoins, mais ce n'est pas obligatoirement qu'ils seront suivis cette année. Nous allons habiter parce que nous sommes descendus jusqu'au niveau des départements pour évaluer. Vous avez des enseignants-chercheurs qui ont des volumes, qui ont des heures supplémentaires exorbitantes. Pendant ce temps, vous avez des assistants qui ont été recrutés, qui n'ont pas leur volume horaire statique. Mais on continue de recruter là-bas. Donc, nous avons décidé cette année de descendre jusqu'au niveau des départements, de déterminer, eux, mais ils ne savaient pas d'abord. Comme je disais depuis Bamako, ils le sauront maintenant. Donc, nous allons prendre nos responsabilités. Mais, voyez-vous, pour avoir aussi ce personnel enseignant de qualité et dont on souhaite avoir dans les amphis, il faut avoir aussi en amont des possibilités de formation. Il faut que le vivier existe. Et là, nous avons eu également la chance, en tout cas, au niveau de l'État déjà, il y avait un appui, mais on vient de boucler un projet avec donc, la Banque mondiale, où ils nous ont en tout cas accompagnés avec la formation de près de 300 docteurs. Donc, ça veut dire qu'il faut que chacun ait à l'esprit de mettre en place une sorte de plan d'offensive pour pouvoir donc mettre en place ce vivier-là. Sinon, par exemple, nous, quand on lance ces recrutements, il y a des domaines dans lesquels on ne peut jamais avoir de candidature. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de formation. Donc, cela détermine automatiquement, puisqu'aujourd'hui, chaque pays sait dans quelle orientation il est engagé. Donc, si vous connaissez votre orientation, vous devez automatiquement déterminer vos besoins en conséquence. C'est pourquoi nous sommes en train de définir ce qu'on appelle des filières prioritaires. Et ces filières prioritaires seront adossées aux universités qui ne vont plus former dans n'importe quel sens. On va fermer certaines filières dans certaines universités et les obliger à se spécialiser dans des domaines que nous voulons et qui doivent déterminer donc, la croissance du pays. Donc, je m'en voudrais de quitter cette salle sans évoquer justement la question de la recherche. Tout repose sur la recherche. Et c'est vrai, nos chercheurs doivent aller chercher des financements. Mais comme le collègue de Niger l'a dit, quand quelqu'un vous finance, c'est pour faire ce qui l'intéresse. C'est pour ça que nous avons pris conscience de cette situation. Et nous, au niveau du Burkina, on a décidé, parce qu'on a également une structure dédiée au financement de la recherche qu'on appelle le Fonds RID, qui va exister au Niger et au Mali. Mais avant, comment ça se passait? Ils ont une cagnotte. Les différentes équipes ou des individus postulent. C'est 30 millions par-ci, 20 millions par-ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec 30 millions? Et en plus, quand c'est des recherches, aujourd'hui, c'est vrai, on a besoin de recherche fondamentale.
Mais il faut que la recherche fondamentale puisse nourrir la recherche appliquée pour qu'on arrive à une solution. C'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que nous avons pensé que c'est très important que dès le montage des projets, au stade de montage des projets, il faut intégrer toutes ces étapes-là et faire en sorte, parce que quand vous avez une application sur le terrain, ce n'est pas une seule spécialité, c'est une convergence de spécialités. Donc c'est pourquoi en amont, nous voulons d'abord restructurer ce qu'on appelle nous nos équipes de recherche pour associer ceux qui sont les potentiels utilisateurs à la fin, pour qu'ils vous disent en amont qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux et quelle peut être leur contribution aussi à la fin, d'une part. D'autre part, pour que ce ne soit plus des recherches cloisonnées en spécialité, mais que ce soit des recherches transversales. Voilà un problème concret du pays. Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous pouvez apporter? Qu'est-ce que l'autre peut apporter? Ainsi de suite. Et sur cette base, nous avons quand même fait l'effort au niveau national de revoir le budget de cette structure-là de fonds. Aujourd'hui, je crois qu'ils ne sont pas à moins d'1 milliard. C'est pas beaucoup peut-être, mais c'est quelque chose. Mais maintenant, nous avons changé la philosophie. Au lieu de continuer à financer les 30 millions, nous sommes capables de financer à hauteur jusqu'à 200 millions des projets vraiment collaboratifs. Pour qu'à la fin, on puisse intégrer ceux qui vont aussi faciliter la mise en application sur le terrain, notamment des étudiants qui doivent être impliqués aussi à un moment donné pour pouvoir transmettre donc ces différents produits à ceux qui peuvent bien valoriser ces résultats de recherche. Donc voilà un peu. C'est pour dire qu'au niveau de l'espace, nous avons la possibilité de mutualiser nos efforts. Voilà. On dit par exemple, je ne sais pas moi, tel problème social sera conduit par sera financé par le Mali et à travers une équipe composite du Niger, du Burkina et du Mali. Ainsi de suite. Donc je crois que c'est à travers cette mutualisation qu'on peut arriver. Merci.